Bonjour à tous. Bobby Fischer, champion des États-Unis à 14 ans, grand maître international à 15 ans. Bobby Fischer fut le 11e champion du monde d'échecs, un des rares joueurs, sinon le seul dans ces années-là, à pouvoir s'opposer victorieusement et systématiquement à l'armada des grands maîtres russes. Le match joué en pleine guerre froide pour le titre mondial contre le russe Boris Spassky à Reykjavik en Islande en 1972 est entré dans la légende. Il fut surnommé le match du siècle. Bobby Fischer avait une personnalité complexe, difficile à gérer. Il se retira du jeu d'échecs après avoir obtenu son titre de champion du monde qu'il ne défendit pas. Le style de jeu de Bobby Fischer est éclectique selon son propre avis. D'autres grands maîtres l'ont défini comme classique, dynamique, tactique, rationnel ou même pragmatique. Je vous invite à vous faire votre propre opinion en regardant la partie suivante jouée en 1960 à Mar del Plata en Argentine contre le champion brésilien Olicio Gadia. Alors, dans cette partie, Bobby Fischer a les blancs et il va commencer par le coup E4, donc il ouvre du pion roi, c'était son coup habituel. Et Olicio Gadia répond par C5, la défense sicilienne, il implique le pion C, le pion de l'aile, au combat central en contrôlant la case D4. Alors Bobby Fischer répond de manière ici habituelle et classique avec cavalier F3, l'idée est de pouvoir pousser D4 et en cas d'échange sur cette case, reprendre du cavalier. Alors les noirs ont décidé de jouer D6. Le coup libère le fou C8, mais ce n'est pas la vraie idée de D6. L'idée principale de D6 est de pouvoir contrôler la case 5 pour empêcher ce pion d'avancer, et pouvoir d'ailleurs continuer par cavalier F6 dans le but d'attaquer le pion central des blancs. Alors Bobby Fischer continue avec la réponse attendue, D4, il va au centre, il y a maintenant l'échange du pion de l'aile contre le pion du centre, alors on pourrait reprendre de la dame, mais elle se ferait attaquer par la sortie du cavalier en C6, même si dans cette position on est aussi en capacité de jouer fou B5 et de clouer ce cavalier. En tout cas, Bobby Fischer il va répondre avec la variante principale qui est la reprise en D4 du cavalier. Donc cavalier prend D4. Olicio Gadia continue par cavalier F6, il attaque le pion central, et donc Bobby Fischer le défend en jouant cavalier C3. Là, les noirs jouent A6, un coup habituel dans les siciliennes. Le pion A6 vient subtiliser la case B5 à toute la cavalerie blanche, mais également au fou qui ne pourra pas utiliser cette case. Et en même temps, le coup A6 peut appuyer la poussée B5. La poussée B5 pourra permettre de jouer B4, chasser le cavalier blanc pour essayer de mettre la pression sur le pion en E4. En même temps, si le pion B avance, il libérera la case B7 pour que le fou puisse se placer efficacement sur la grande diagonale blanche. Donc A6 est un coup assez typique des siciliennes. Alors, Bobby Fischer va continuer avec son coup favori, fou C4, qu'on appelle l'attaque Sozin-Fischer. Donc il met tout de suite le fou sur cette diagonale agressive en mettant en pression le pion F7. Eh bien, ici, que va jouer Olicio Gadia? Il va jouer E6. Il va essayer de fermer la diagonale pour que le fou ait moins d'influence. Et là, Bobby Fischer va reculer son fou en B3. Alors on peut se demander pourquoi il joue une nouvelle fois cette pièce, alors qu'il avait certainement d'autres possibilités de développement dans la position. Mais en réalité, en C4, le fou est exposé. Il serait exposé aux attaques des pièces noires. Par exemple, la dame pourrait venir en C7 pour le prendre pour cible, mais également le pion B7 pour arriver en B5, bien entendu, attaquer le fou avec gain de temps. Donc ce retrait est préventif. Voilà, fou B3. Et là, Olicio Gadia poursuit par B5, avec l'idée de pouvoir, pourquoi pas, jouer B4, chasser le cavalier, ou de mettre le fou en B7 sur la grande diagonale blanche et appuyer sur le pion en E4. Alors, Bobby Fischer, ici, continue par petit roc. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le pion E4 peut être gagné ici? Parce que le pion B5, il peut jouer en B4, chasser le cavalier et donc retirer l'unique défenseur du pion E4. Olicio Gadia ne va pas rentrer dans cette variante, il va plutôt préférer jouer fou B7 parce que la poussée B4 qui va attaquer le cavalier et chercher à gagner le pion central est très risquée. Par exemple, si Bobby Fischer bouge son cavalier en A4 et que les noirs gagnent le pion en E4, alors il est certain que les noirs ont gagné un pion, mais les blancs disposent d'un très grand avantage de développement. Ils ont 3 pièces en jeu contre une seule, ils ont déjà roqué, ce qui veut dire que la tour peut participer assez rapidement au combat, et d'ailleurs elle pourrait immédiatement se mettre en E1, en attaquant le cavalier, mais pas seulement, en mettant une pression derrière lui sur le pion E6 qui est attaqué 3 fois, et donc on pourrait voir un sacrifice sur ce pion qui donnerait un accès direct au roi noir qui est encore au centre. Et l'attaque de ce cavalier
C'est pas facile à gérer pour les noirs. On peut montrer quelques variantes illustratives. Par exemple, si les noirs jouent fou B7 pour le défendre, en essayant de développer leur fou sur la grande diagonale blanche, ça paraît logique, eh bien, il y aurait maintenant le coup F3. On attaque le cavalier, on le chasse, alors le cavalier va peut-être rentrer où il était, et maintenant il y a le sacrifice en E6. Même si le pion E6 est défendu par le pion en F7, il y a 3 pièces blanches qui peuvent l'attaquer, et donc ici on pourrait envisager fou prend E6, pion prend, et cavalier prend E6. En compensation de la pièce sacrifiée, eh bien, les blancs ont obtenu 2 pions, mais surtout ils ont une position d'attaque. Bien sûr, le cavalier attaque la dame, et dès que le cavalier bouge, ça va permettre à la tour d'attaquer le roi et de faire échec. Donc c'est une position très dangereuse, certainement trop dangereuse pour les noirs. Donc après le coup de tour E1, qui attaque le cavalier qui vient de s'emparer du pion central, qu'est-ce que peuvent faire les noirs? Alors, on a vu que sur fou B7, ça n'allait pas. Et si le cavalier rentre en F6 immédiatement, on pourrait, par exemple, jouer fou G5, développer le fou, clouer ce cavalier. Et si les noirs veulent simplement se déclouer en préparant le petit roc, alors là, les blancs disposeraient d'un très joli coup d'attaque, cavalier F5. Le cavalier vient attaquer le fou en E7 en même temps qu'il attaque le pion en G7. Si les noirs prennent le cavalier, alors il y aurait une belle combinaison avec fou prend F6. Alors le fou ne peut pas reprendre, il est cloué sur la colonne, donc c'est le pion qui reprend. Ça triple les pions. D'ailleurs, si vous regardez la structure de pion des noirs, elle est morcelée, elle est émiettée. Et surtout, le roi noir est pour l'instant coincé au centre, il ne dispose pas d'abri sûr, et ça c'est durable. Et puis les blancs ont un avantage de développement, ils peuvent d'ailleurs tout de suite concrétiser leur avantage de développement par le coup dame D5, qui va permettre de menacer la prise en F7, mais en même temps d'aller attaquer la tour A8 qui est sans défense. Donc encore une fois, c'est une position trop dangereuse pour les noirs. Alors après le coup de tour E1, comment les noirs pourraient faire? Le cavalier est attaqué, on a étudié ce qui se passerait sur fou B7 ou sur le retrait du cavalier en F6. On pourrait peut-être tout simplement jouer D5 pour essayer de solidifier la présence du cavalier en E4. Bon, de toute façon, le cavalier en E4, à tout instant, il peut être chassé par le coup en F3. Mais les blancs pourraient continuer leur développement avec fou F4. Et là, les blancs ont une position quand même très intéressante parce que pour le pion de moins, ils ont 4 pièces sorties contre une. Ils ont même la tour qui est en jeu, le roi qui a roqué. Les noirs n'ont pas tout ça. Et en plus, les blancs créent des menaces, parce que là, on menace de prendre le cavalier en B8, et après la reprise de la tour, le cavalier D4 bondira en C6 et fera la fourchette dame-tour. Donc, dans cette position, les noirs ont certes un pion de plus, mais ils ont surtout un retard de développement, un roi qui traîne au centre, et des menaces qui sont concrètes et directes contre eux. C'est pour ça que, après le petit roc des blancs, les noirs n'ont pas joué la séquence B4 et la prise du pion en E4. C'est trop dangereux par rapport à leur développement. Et donc, Alessio Gaddia préférait jouer fou B7. Il continue à se développer. Et là, Bobby Fischer va rester fidèle à sa stratégie de laisser le pion E4 en danger. Il aurait pu, par exemple, jouer tour E1 pour essayer de le protéger davantage. Mais il va le laisser toujours se faire attraper ce pion et il va jouer F4. Alors c'est toujours le même problème, à chaque fois que les noirs prennent ce pion en E4, ils ont toujours un problème de retard de développement. Par exemple, après cavalier prend E4, on échange, fou reprend, et là les blancs pourraient jouer F5, qui va permettre d'ouvrir la boîte, de déverrouiller la position et d'ouvrir la position pour pouvoir attaquer le roi noir. Avec le fou, le cavalier, la tour en action, le fou et la dame peuvent très vite aussi se joindre à l'attaque, et il n'y a pas de développement pour les noirs, il n'y a pas d'abri pour le roi noir, donc cette position donne une attaque très forte et peut-être même décisive déjà pour les blancs. Donc après le coup F4, eh bien, Alessio Gaddia ne veut toujours pas courir le risque d'aller prendre le pion en E4. Mais il faut comprendre pourquoi Bobby Fischer joue F4. Alors pourquoi il implique son pion F, un pion qui est censé protéger le roi, pourquoi il l'implique au combat? L'idée, c'est de pouvoir arriver à jouer F5. Vous comprenez, les noirs, ils ont érigé une structure de pions défensive avec les pions D6 et E6 ici, qui contrôlent toutes les cases sur la 5e rangée. Et donc, ce contrôle des cases sur la 5e rangée empêche les pièces blanches, notamment les pièces légères, les fous et les cavaliers, de pouvoir accéder à des cases. Et donc, l'idée de jouer F4, c'est de pouvoir jouer F5, de prendre pour cible le pion E6, de tripler les attaques sur le pion E6, pour contraindre ce pion E6 à
s'échanger, peut-être en prenant en F5, ou à avancer. En tout cas, ils veulent casser le pion E6 qui permettrait à la fois d'ouvrir un peu plus la diagonale blanche du fou B3 et d'avoir accès au pion F7 si le pion E6 n'était pas là. Mais également, si le pion E6 n'est pas là, eh bien, le cavalier C3 pourrait avoir accès à la case D5 ou le cavalier D4 à la case F5. Et donc, ça permettrait de pouvoir pénétrer et avoir accès au camp noir. Alors, les noirs, qu'ont-ils joué? Ils ont joué cavalier C6, ils mettent une pression sur le cavalier qui, pour l'instant, est défendu. Mais Bobby Fischer va échanger en C6, cavalier prend, fou prend, et il va jouer F5, c'était son plan. Donc, il triple les attaques sur le pion E6. Alors, je dis triple, non, il est double, puisque le cavalier D4 s'est échangé. Mais il y a deux attaques sur le pion E6. Alors, que va faire Odysseus Gadia ici? Il va contre-pousser en E5 pour essayer de garder un caractère fermé à la position, parce que comme il est en retard de développement, il ne veut pas que la position s'ouvre pour ne pas laisser les pièces blanches tout de suite le harceler ou attaquer. Donc les noirs veulent rattraper leur retard de développement, jouant fou 7, petit roc, voilà. Le problème de garder un caractère fermé à la position, c'est que les noirs ont quand même concédé une lourde faiblesse. Et la lourde faiblesse, elle est située sur la colonne semi-ouverte D. Sur cette colonne semi-ouverte, on peut observer que la dame met la pression sur le pion arrière D6, mais ça c'est géré correctement par les noirs, le fou et la dame défendent pour l'instant. Mais le fait d'avoir joué le pion E6 en E5 vient d'affaiblir la case D5. La case D5 devient une case que l'on appelle faible. Une case faible, c'est une case qui ne peut plus être défendue par un pion. En effet, les noirs n'ont plus le pion C depuis l'ouverture déjà, puisque c'est le principe de la défense sicilienne, c'est d'avancer le pion de colonne C, et le pion E6 vient d'avancer en E5, donc il est incapable de reculer. Donc la case D5, elle est irrécupérable par des pions. Alors certes, le fou et le cavalier contrôlent cette case pour éviter l'invasion des pièces blanches qui convergent vers cette case, mais on va voir que Bobby Fischer va méthodiquement éliminer et le fou C6 et le cavalier F6 pour se rendre définitivement maître de la case faible D5, une très belle case centralisée. Alors il va commencer ici par dame D3, donc il mobilise sa dame, il défend le pion en E4, alors toujours pareil, s'il y a le coup B4 qui arrive, en vue de chasser le cavalier pour essayer de gagner le pion en E4, ça ne marche jamais parce que là on pourrait jouer simplement cavalier D5. Et en cas de prise, on pourrait reprendre du fou, et en cas de prise, on pourrait reprendre de la dame, et cette position est meilleure pour les blancs parce que la dame s'est installée sur la case faible D5, elle est rayonnante, en même temps les noirs sont en retard de développement, le roi n'a toujours pas trouvé son abri, il faut que les noirs fassent attention également à des coups de persécution comme F6 qui pourraient essayer d'impacter leur structure de pion. Donc après dame D3, Odysseus Gadia n'a pas joué B4, ça ne ferait que inviter finalement le cavalier à rentrer sur la case faible. Et Odysseus Gadia, il cherche à rattraper un peu son retard de développement, donc il joue fou E7 pour ouvrir la voie au petit roc pour son roi. Alors, comment se rendre maître de la case D5? Je vous ai dit qu'il fallait méthodiquement éliminer le fou et le cavalier. Et donc ici, ce que va faire Bobby Fischer, c'est qu'il va mobiliser la seule pièce légère qui n'était pas au combat chez lui, c'est-à-dire le fou C1, et il va l'amener en G5. Tout simplement, il prépare l'échange du fou contre le cavalier, qui permettrait de retirer un défenseur noir à la case D5. En plus, si on échange fou contre cavalier, on va échanger un fou de case noire contre un cavalier qui pourrait défendre des cases blanches. Et donc si on échange fou contre cavalier, on laisserait qu'une seule pièce légère au noir pour défendre des cases blanches. Ce serait le fou C6 contre 2 pour les blancs pour investir la case faible. Alors bien sûr, les noirs bénéficieraient du seul fou de case noire après cet échange en F6, mais le fou de case noire est entravé par sa structure de pions, les pions D6 et E5 qui sont bloqués sur sa même couleur et qui réduiraient considérablement son influence. Alors qu'a fait Odysseus Gadia? Il a placé un échec en B6, mais l'échec n'est pas bien dangereux, il suffit de jouer roi H1. Et Odysseus Gadia a fait petit roc. Au moins, il a terminé son développement, il a mis ses tours en liaison, mais la case D5 cristallise ici toute l'attention et les regards sont aimantés par cette case. Et donc, vous l'avez compris, Bobby Fischer va échanger le fou contre le cavalier. Voilà. Le fou de case noire est passif, bloqué par le pion E5, il n'a pas de très bonne diagonale. Et maintenant, il faut conquérir la case D5. Le fou C6 est le dernier défenseur de cette case, donc Bobby Fischer, il joue fou D5. Le fou ne peut même pas se soustraire à l'échange puisqu'il y a la tour derrière, ce serait une perte encore plus grande. Alors la tour est venue en C8, mais maintenant Bobby Fischer échange les fous de case blanche, et la case D5
tend les bras au cavalier. Alors il ne l'a pas investi tout de suite, il a d'abord joué tour D1, il mobilise la tour A1 qui ne jouait pas en la plaçant sur une colonne semi-ouverte à l'attaque du pion arriéré D6, même si celui-ci est pour l'instant correctement défendu. Les noirs mobilisent également une de leurs pièces qui ne jouait pas, la tour F8, pour la faire converger sur leur propre colonne semi-ouverte. Mais le cavalier peut investir la case D5. Bien sûr, les tours noirs ne peuvent pas prendre le pion C2, puisque le cavalier attaque la dame. Et le cavalier ne fait pas que attaquer la dame, il attaque également le fou. Une prise de ce fou est peut-être pas très intéressante dans le sens que le fou est passif, mais ça briserait les parois défensives du roi noir en forçant le pion à prendre, ce qui ouvrirait cette colonne d'attaque que les pièces lourdes blanches pourraient peut-être assez rapidement utiliser. Donc ce que va faire Olicio Gadia, c'est qu'il va retirer sa dame en venant défendre le fou en F6. Et là, il ne faut pas oublier que les deux tours noirs ont une action sur la colonne, et ils attaquent le pion C2, donc tranquillement, Bobby Fischer, il joue C3. Olicio Gadia va retirer son fou en F6, qui ne jouait pas, il va le mettre en E7, pour défendre le pion arriéré sur la colonne, qui était déjà très bien défendu. Mais surtout, il ne veut pas que sa dame soit toujours contrainte à défendre le fou sur la case F6. Donc il préfère retirer ce fou, peut-être même qu'il voudra le mettre en F8 après. Et on va voir qu'il va aussi avoir l'intention de jouer F6 pour finalement désamorcer les possibilités des blancs de pousser le pion en F6. Même si ces possibilités ne sont pas immédiates, ça peut toujours planer dans la position, ce coup de percussion. Mais le coup F6 ne fera que aggraver leur position, au contraire de la solidifier comme le pensait Olicio Gadia. On va voir pourquoi. Alors, il faut trouver un plan, parce que certes, le cavalier D5 rayonne au centre, mais il faut quand même trouver des moyens d'évolution. Et ici, il faut, avec les blancs, engager un combat sur les cases blanches. Pourquoi engager un combat sur les cases blanches? Eh bien, tout simplement parce que le fou de case noire, il est incapable de défendre cette couleur de case, donc on a une pièce en plus pour jouer sur case blanche, puisque le cavalier peut autant jouer sur case noire que sur case blanche. Alors, comment jouer sur case blanche? On a un très beau cavalier déjà qui est situé sur une case blanche, donc ça c'est fait. Mais il va falloir encore continuer à créer des menaces et engager un combat sur case blanche, notamment en allant détruire cette chaîne de pions A6 et B5. Et donc, Bobby Fischer va ramener la tour en A1 pour soutenir la poussée en A4. Et on va voir que c'est cette idée qui va causer l'effondrement de la position noire. Alors les noirs ici, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ils veulent stabiliser, solidifier leur position en jouant en F6. En réalité, ils ne font que l'affaiblir puisqu'ils vont ouvrir cette diagonale blanche. Et on sait que cette couleur de case est critique pour les noirs. Et d'ailleurs, ça sera source de leur défaite. Alors Bobby Fischer, comme attendu, joue le coup A4, et cette poussée en A4 pose de gros problèmes aux noirs, puisqu'il y a une double pression sur le pion B5, et les noirs ne vont pas savoir comment défendre ce pion en B5. Alors on pourrait penser qu'il suffit pour les noirs de prendre en A4, mais à ce moment-là, la tour pourrait reprendre, et le pion A6 deviendrait un pion isolé, c'est-à-dire un pion qui ne peut pas être défendu par un autre pion. Il est attaqué par la tour, il est attaqué par la dame, l'autre tour pourrait venir, le cavalier pourrait en B4 attaquer le pion et en même temps attaquer la tour, et donc le pion A6 à terme est condamné. C'est pourquoi, après le coup A4, Olicio Gadia n'a pas forcément envie de prendre en A4, puisque le pion A6 va tomber derrière. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? On ne peut pas avancer non plus le pion, puisque le cavalier va prendre, et on gagne un pion avec les blancs en attaquant le pion, la tour, le pion est même attaqué 2 fois. Donc, eh bien, B5, c'est pas facile de le défendre. On peut pas jouer tour B6, bien sûr, le cavalier pourrait prendre. Donc, Olicio Gadia, eh bien, il joue tour B8. Et là, ça va être le coup perdant pour lui, parce qu'il va abandonner au prochain coup. Les blancs vont ici jouer un coup gagnant. Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour chercher le coup de Bobby Fischer. Et puis, on se retrouve dans quelques instants pour découvrir la fin de cette partie. À tout de suite. Eh bien voilà, j'espère que vous avez eu des idées dans la position. Donc le problème du coup tour B8, c'est que cela crée une nouvelle faiblesse sur case blanche, c'est-à-dire que la tour C6, elle, n'est plus protégée. Donc ça commence à être assez lourd, la facture sur les cases blanches est assez lourde. On a la tour C6 qui est sans protection, on a la diagonale A2-G8 qui est grande ouverte sur le roi noir, et on a la case faible D5 qui est une case blanche. Donc il y a beaucoup de faiblesses sur case blanche. Alors ce que va faire Bobby Fischer, c'est un très joli coup, c'est qu'il va faire cavalier prend fou de case noire.
Pourquoi je parle d'un très joli coup? C'est que c'est pas évident de penser à échanger ce magnifique cavalier contre ce fou qui est emmuré dans la position. Et d'ailleurs, ce coup est stratégiquement incorrect, mais ici tactiquement gagnant. Donc il faut le faire, puisque ça va nous faire gagner une pièce. Alors l'idée, c'est de tout simplement libérer la case D5 pour la dame, d'évacuer le cavalier de cette case. Donc on fait cavalier prend fou E7. Et là, Alessio Gaddia abandonne, puisque s'il reprend le cavalier, eh bien la dame a accès à la case D5, donc la case faible, qu'on a affaiblie déjà à la fin de l'ouverture et au début du milieu de jeu. C'était toute la stratégie de Bobby Fischer. Après avoir exploité la case D5 avec son cavalier, il l'exploite avec la dame. Et la dame vient faire la fourchette, donc utilise la diagonale blanche pour attaquer le roi, et l'attaque de la tour en C6 sur case blanche qui n'est pas défendue, donc la partie n'a plus aucun intérêt pour les noirs, puisqu'avec une tour en moins, ils n'ont aucune chance de résister face à l'un des tout meilleurs joueurs de l'époque. Alors s'il faut retenir un moment critique dans cette partie, je pense que ça va être à ce moment-là. Quand les blancs jouent fou G5, et qu'ils s'apprêtent à éliminer méthodiquement le cavalier F6 et le fou C6. Alors le cavalier F6 sera éliminé par fou prend cavalier, et on jouera fou B3 en D5 pour éliminer le fou de case blanche. Ainsi, une fois que le fou de case blanche et le cavalier F6 seront éliminés, le cavalier C3 pourra rentrer triomphalement sur la case faible D5, et il y aura une opposition entre ce cavalier merveilleusement positionné et le fou de case noire qui, lui, n'aura aucune activité car totalement emmuré par les pions D6 et E5. Voilà, donc j'espère que cette partie aura été riche d'enseignements, et puis je vous remercie pour votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous.